Les amis, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis désolé pour ça. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un sujet percutant et pertinent, centré sur la culture et nos langues maternelles. Dans cette époque de la mondialisation, il est très important pour nous de jeter un regard réfléchi sur les enjeux et défis qui guettent nos langues maternelles aujourd'hui. Ce sujet m'a été inspiré par les échanges qu'on a eus la fois dernière dans l'atelier de conversation à l'Alliance française et je m'étais dit que c'était important que je puisse rebondir là-dessus. En effet, je voudrais partager avec vous 3 points essentiels, à savoir la culture en tant que telle, les enjeux et défis de nos langues maternelles aujourd'hui. Et le 3e point, ça sera les perspectives ou les actions à mener pour revaloriser nos cultures. Alors, ce qu'il faudrait retenir, à mon sens, par rapport à la culture, c'est que la culture constitue l'âme d'un pays. Si on peut prendre un être humain et le comparer à une nation, vous savez que l'homme a 3 parties essentiellement. Le corps physique, nous avons la tête, le tronc, les membres, les organes et ainsi de suite. Il y a aussi l'âme, mais également l'esprit. Une nation également a 3 parties. Une nation a le corps. Le corps d'une nation est constitué de sa partie physique. Et dans la partie physique d'une nation ou d'un pays, nous avons les frontières. Et à l'intérieur des frontières, nous avons le sous-sol, les sols et l'espace aérien. Dans le sous-sol, vous savez que nous avons tout ce qui constitue les minéraux ou le minéral. Et nous avons également la flore et la faune, nous avons les eaux, les océans, le fleuve, ainsi de suite. Mais également, nous avons les êtres humains, la ressource humaine. Les hommes, les femmes, les enfants, la démographie. Nous avons les organisations d'un pays, donc les institutions, quoi. Nous avons les infrastructures routières, nous avons des bâtiments, nous avons les biens matériels, les véhicules, ainsi de suite. Toutes ces choses-là, on peut le mettre dans la partie physique d'une nation. Et ce qui va m'intéresser beaucoup plus, c'est la partie âme. La culture constitue l'âme d'une nation. Et dans la culture, vous voyez, nous avons les 7 arts. Nous avons la musique, la poésie, le cinéma, la peinture. Toutes ces choses-là constituent l'âme d'un pays. Et si vous voulez avoir une idée par rapport à l'état d'âme d'une nation, vous voyez la manière dont la culture est organisée, les moyens que l'on s'y met, les moyens que l'on met dans cette sphère de la culture et quelles sont les orientations que la culture propose à la nation. Et c'est dans cette dimension culturelle où on retrouve même la langue. La langue, c'est un aspect culturel. Il ne faudra pas que les gens confondent langage et langue. La langue fait partie du langage parce que dans le langage, nous avons le langage verbal. Le langage que j'utilise, donc le mot exprimé verbalement. Nous avons également les langages non-verbal. Dans les langages non-verbal, nous avons les mimiques, nous avons les expressions faciales, nous avons aussi quelques signes, le geste, le gestuel. Quand je fais à quelqu'un comme ça, même sans dire quelque chose, la personne comprend ce que je lui transmets comme message. Et donc dans les langages, il n'y a pas seulement que le langage écrit ou le langage des signes, il y a également le langage non verbal. Et maintenant là, je vais parler surtout du langage codé, ça veut dire le langage écrit. Et en parlant du langage écrit, je vois ce code que les gens utilisent pour transmettre des messages. Et dans les langages écrits, nous avons l'alphabet, nous avons la phonétique, nous avons les interjections, nous avons les connecteurs, nous avons les adverbes, ainsi de suite.
pour tous ceux qui sont technocrates dans le langage, disons, dans le domaine de langue, vous avez compris ce que je veux dire. Alors, mon attention voudrait plus se focaliser sur les langues africaines. La première question que je me pose est celle de savoir où sont nos langues dans la science. Je vais parler donc de 4 aspects. Je vais parler de l'aspect scientifique de nos langues. Je vais parler de l'aspect économique de nos langues. Je vais parler de l'aspect diplomatique de nos langues. Et après, je vais parler de la dimension inventive de nos langues. Si je pose la question à quelqu'un qui connaît parler le Kiswahili ici, de me donner la formule mathématique suivante. A au carré égale, disons A au carré plus B au carré égale à A au carré plus 2AB plus B au carré. Ça, c'est une petite formule mathématique que j'ai connue pendant mon cursus quand j'étais jeune. Si je demande à quelqu'un de me démontrer cet énoncé mathématique en Kiswahili, combien d'entre vous seraient à mesure de le faire? Ou bien en Lingala, ou bien en Kinande, ou bien en Luganda. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout cela signifie que la plupart des fois, nos langues sont absentes dans le domaine scientifique. Et cela est d'autant plus flagrant que j'ai eu une expérience avec une dame, la chancelière, qui travaille dans l'une des chancelleries ici en Ouganda. Je voulais lui demander un stage professionnel dans son pays parce que je mène une recherche dans le domaine de l'éducation. Elle m'a dit, mais je suis prêt à te donner les visas pour que tu ailles faire ton stage de recherche, mais dans mon pays, les enfants apprennent dans leur langue maternelle que tu ne maîtrises pas. Dans mon pays, les enfants n'étudient pas en anglais ou en français, ils utilisent leur langue maternelle. Elle m'a dit, la fois dernière, j'étais à New Delhi, en Inde, mais les Indiens également utilisent leur langue maternelle à l'école. Donc même si je t'ai fait une recommandation pour que tu partes faire tes recherches là-bas, à New Delhi, en Inde, ça sera la même chose. Donc tu n'auras pas accès aux données que tu recherches. Et quand je me suis maintenant plongé dans la réalité de là où je vis maintenant, je me suis rendu compte que nous, les langues que nous utilisons ne sont pas nos langues maternelles. Ça veut dire sur le plan scientifique, nos langues n'ont pas une place. Ça c'est sur le plan scientifique ou intellectuel. Et si je vous demande de me donner par exemple la traduction d'un des grands livres de notre temps, l'un des grands auteurs qui est beaucoup plus connu aujourd'hui, c'est Yuval Noah Harari, qui est un Israélien, qui a écrit des livres qui sont devenus des références du temps moderne. Il a écrit Sapiens, il a écrit Homo Deus, il a écrit Nepsus en consort. Si vous demandez à quelqu'un de traduire, disons de chercher ces livres traduits dans nos langues, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas. Tout ce qu'on essaie de traduire dans nos langues maternelles, c'est la Bible et le Coran. Donc à ce niveau-là, sur le plan scientifique, les grands défis que nous avons aujourd'hui, je peux directement commencer aussi à parler des défis, c'est de traduire les savoirs universels dans nos langues maternelles. Les savoirs de Georges Lemaître, par exemple, qui a énoncé les théories des Big Bang. Combien de ces grands scientifiques sont connus dans nos langues maternelles? Excusez. Alors, le deuxième volet dont je voulais parler, c'est l'économie. Si quelqu'un quitte le Congo-Kinshasa et va s'installer à Dubaï, par exemple, et qu'il ouvre un centre de langue lingala, et qu'il commence à enseigner cette langue-là, combien de clients il aura sur cette sphère-là? Ou bien si quelqu'un quitte Ouganda, il va s'installer à New York, et qu'il ouvre un centre d'apprentissage de la langue ougandaise, vous pensez qu'il aura combien de clients? Ou bien, par exemple, si je quitte Kampala, je vais à Shanghai, en Chine, je vais aller faire les affaires. Dans quelle langue je vais faire la négociation? Eh bien, si on se duplique sur le marché économique,
et qu'on constate que les interviews d'embauche ne sont pas faites dans la langue maternelle, ça veut dire que ces langues-là ne pèsent pas sur la balance économique, que ce soit dans le cadre de les dispenser ou de les enseigner, ou bien dans les cadres de coopération économique. Combien de contrats que nous faisons entre la Chine et l'Afrique, comme c'est le langage populaire que nous faisons aujourd'hui, combien de nos contrats-là sont écrits et négociés en Luganda, en Kiswahili ou tout ça. Donc les langues que nous utilisons dans les marchés mondiaux aujourd'hui, je ne trouve pas qu'il y ait nos langues maternelles présentes dans cette sphère-là économique. Ça, c'est sur le plan économique. Allons maintenant sur le plan diplomatique. Si on va à l'ONU pour faire des négociations de paix, quelle est la langue qu'on utilise? Je suis toujours curieux d'écouter Poutine sur Russia Today, cette chaîne nationale de la Russie. Quand il intervient, il parle toujours en russe, il n'utilise pas l'anglais ou une autre langue. Et donc, mais nous, quand on va négocier actuellement, comme on est devenu une république des accords, quand on était à Washington et Tshisekedi est parti voir Trump, ils ont négocié la paix du Congo dans quelle langue? Est-ce que c'était dans nos langues locales? Donc vous voyez que même sur le plan diplomatique, nos langues encore ne trouvent pas leur présence dans ces milieux-là. Allons maintenant sur le plan des inventions. Combien des inventeurs aujourd'hui imposent leur savoir et codent leurs recherches dans nos langues locales et que ces œuvres-là peuvent être vendues ou traduites en français ou en anglais en second lieu. Ici, je donne toujours l'exemple de Yuval Noah Harari, qui, au départ, quand il avait écrit son livre « Sapiens », c'était un livre destiné aux étudiants juifs, parce qu'il enseigne à Hebrew University, à l'université des Hébreux. Et tout cela a été traduit d'abord, d'une manière initiale, l'œuvre littéraire était écrite en hébreu. C'est après qu'on a exporté ce travail de l'hébreu pour les traduire dans d'autres langues, en anglais et consorts. Et aujourd'hui, c'est un livre qui est traduit dans plus de 8 langues internationales. Et donc, cela nous donne l'idée de nous questionner nous-mêmes et de savoir qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nos savants font dans nos langues maternelles et que leur savoir-faire et leur savoir-être soient traduits dans d'autres langues et que cela constitue une référence mondiale des recherches que nous-mêmes nous menons dans nos langues. Voilà, ce sont là les trois réalités, disons les 4 réalités que je voulais brosser avec vous. Alors le tout dernier, ça sera en termes de perspective. Que devons-nous faire aujourd'hui? La première des choses que nous devons faire, c'est de traduire les grandes œuvres scientifiques dans nos langues maternelles, comme cela s'est fait avec la Bible. Pourquoi ne pas traduire, par exemple, des grandes œuvres scientifiques comme les œuvres de Yuval Noah Harari que je venais de souligner ici? Pourquoi ne pas traduire les grandes œuvres d'Elon Musk, cet entrepreneur qui est devenu une référence planétaire en termes d'entrepreneuriat terrestre et spatial? On peut le traduire dans nos langues, comme ça cela permettrait à ce que les gens qui maîtrisent ou qui connaissent nos langues aussi connaissent ce qui se passe dans le monde. Et ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est d'ouvrir des espaces de discussion, de promotion de nos langues. Par exemple, on peut, comme Stéphane l'a fait dernièrement à l'Alliance française, on peut aussi initier des espaces d'échange où il y aura la transmission du savoir ancestral à la jeune génération. Parce que la langue n'est pas seulement un outil de communication, c'est aussi la vitrine et la mémoire d'un peuple. Si on veut faire la transmission de nos savoirs ancestrales et construire un pont entre la génération montante et la génération vieillissante, on peut créer des espaces d'échange où les vieux vont nous transmettre des traditions, des valeurs traditionnelles à nous les jeunes
et que nous pouvons au fait appliquer dans la vie de tous les jours. Ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, il faudrait que nos écoles aussi prennent et mettent nos langues locales ou maternelles au cœur de leur apprentissage, comme cela s'est fait en Chine, en Inde, en Suède, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, et que cela aide, n'est-ce pas, nos langues aussi à se hisser d'abord au niveau national, et c'est après cet aspect qu'on peut espérer maintenant que ces langues soient exportées et que ces langues s'imposent aussi sur la sphère internationale. Voilà, je suis à la fin de cette vidéo. Si vous avez quelques orientations ou propositions à donner en rapport avec ces sujets, n'hésitez pas de me les dire en commentaire. Pour récapituler, aujourd'hui, j'ai parlé de la culture et de nos langues maternelles. J'ai donné les enjeux et défis qui nous regardent, nous, en tant qu'Africains, en rapport avec la promotion de nos langues traditionnelles. On se retrouve à très bientôt. Je crois que je vais alimenter beaucoup plus ma chaîne pour que la vulgarisation, en fait, de ces débats aussi atteigne en fait tout le monde. Je vous remercie, on se retrouve à très bientôt. Merci.